Lors de la conférence privée, les chefs ont fait part de plusieurs phénomènes étranges qui se sont produits récemment. Certains ont pu observer des présences intraterrestres et extraterrestres à l'intérieur du dôme. Des vibrations intenses et des effluves d'énergie vitale ont été ressentis, ainsi que des phénomènes comme des points rouges ou des faisceaux lumineux. La soirée a été marquée par une sorte de film astral se déroulant autour du feu, où des époques passées semblaient être présentes. Elles ont même ressenti des sondes terrestres examinant leur corps physique. La forêt elle-même semblait différente et des changements constants de noirceur et de blanc ont été observés. Le narrateur raconte une expérience qu'il a vécue lors d'un rassemblement en dôme. Il mentionne avoir vu des boules lumineuses en forme de sonde qui l'ont fait se sentir observé et sondé tout au long du week-end. Il a également observé des présences dans le dôme, notamment des individus en capuchon noir et des figures intraterrestres et extraterrestres. Il décrit avoir ressenti des atmosphères différentes, comme celle de l'époque du Christ, la forêt de Sherwood et l'époque du roi Arthur. Il mentionne également avoir été au centre d'une séance de vocalisation pour guérir son corps physique. Il se questionne sur la signification de tous ces phénomènes et leur lien avec les voyages dans des transporteurs à caractéristiques intelligentes. Dans ce texte, l'auteur parle du transport séraphique, qui consiste en un voyage dans des vaisseaux extraterrestres à caractère supramental. Il explique que ce transport peut se faire en groupe, à travers la négociation de masse et la négociation de certains groupes, ou seul, en utilisant son double éthérique. L'auteur donne l'exemple d'un village qui disparaît lors d'un apocalypse et revient plusieurs années plus tard, mais les personnes qui sont restées sur Terre ne se rendent pas compte de ce transport. L'auteur mentionne également qu'il faut s'attendre à ce que chaque personne ait déjà vécu avec plusieurs millions de personnes dans le passé. Il explique que dans un processus de conscientisation, les individus doivent traverser le monde de la mort pour assimiler les résidus astrals des expériences passées. Il parle aussi d'instruire l'ego de la véracité de certaines choses et de vivre des expériences qui ne font normalement pas partie de l'expérience de l'ego. Enfin, l'auteur évoque la nécessité pour certaines personnes de rencontrer directement des processus à un moment donné, sans donner plus de détails sur ce que cela implique. Selon l'auteur, il est inévitable que les humains rencontrent des extraterrestres, des gardiens extraterrestres et des êtres spirituels venant d'autres galaxies. Ces rencontres se feront à différents niveaux, du simple aperçu d'OVNI à des rencontres physiques et des dialogues de fraternisation. Il est important que les individus se préparent à ces rencontres, car de plus en plus de personnes appliquent les enseignements spirituels. Le temps semble s'accélérer à mesure que le processus d'apé-comptabilisation et d'apothéose de la planète progresse. L'auteur mentionne également une rencontre avec des Templiers, ainsi que des rituels effectués dans un dôme contenant de nombreuses expériences passées. Ces rituels auraient pour but de se nourrir des énergies présentes dans le dôme. Finalement, des sondes lumineuses auraient été aperçues à l'intérieur du dôme lors d'une discussion énergétique sur l'élimination de la ségrégation énergétique. L'histoire se déroule dans un dôme où se trouvent des personnes lorsqu'elles sont confrontées à l'arrivée de sondes extraterrestres. Ces sondes, issues de phénomènes extraterrestres en direction de la Terre, sont neutres et servent d'informateurs. Cependant, en raison de la peur qui règne parmi les personnes présentes, les sondes transmettent leurs informations à diverses entités, telles que les mécaniques mémorielles réincarnationnelles et les mécaniques extraterrestres. Par la suite, des êtres intraterrestres visitent le dôme et interagissent avec les individus. L'histoire se poursuit à l'extérieur du dôme, où la forêt est étrangement sombre. Malgré cela, les personnes ne ressentent pas la peur car elles sont au-delà des mécanismes de la peur. Finalement, une fois réunis autour d'un feu de camp, un processus de transport séraphique commence à se mettre en place. Le narrateur raconte une expérience de transport séraphique qu'il a vécue avec un groupe de 30 personnes. Au départ, les participants ne connaissaient pas cette pratique et n'avaient jamais vécu de transport séraphique. Le narrateur leur demande alors d'ouvrir leurs centres vitaux et de percevoir l'extérieur. Progressivement, les gens commencent à observer des phénomènes intéressants, et certains émettent l'idée que le Christ ou Dieu est présent. La forêt devient blanche et lumineuse, et les couleurs deviennent plus pures. Les personnes commencent alors un processus de transport séraphique, où elles sont déplacées à travers le temps. Elles perçoivent des choses noires dans certaines régions temporelles, et des choses blanches dans d'autres. Certains individus perturbent légèrement la qualité de perception des initiés par leur manque d'attention ou leur intellectualisme. Finalement, le narrateur demande à une personne où il se trouve, et elle répond qu'ils sont dans la forêt de Sherwood, ce qui est confirmé par l'apparence des arbres. Le
Narrateur décrit ensuite la reconstitution d'un squelette d'animal par une vague vitale, et mentionne que le transport séraphique peut permettre de déplacer les individus avec leur corps physique en cas de besoin. Les personnes reviennent ensuite dans leur temps. Le narrateur conclut que le transport séraphique est une prémisse et que c'est une expérience concrète, conforme aux paroles du Nazaréen. Deux personnes se promènent dans la forêt et grimpent sur une montagne. En descendant, elles entendent des camions passer en bas de la montagne. Intriguées, elles cherchent un chemin asphalté mais découvrent qu'il n'y en a pas. Elles se demandent si elles sont folles ou si elles ont été transportées dans le temps ou l'espace. Pendant ce temps, des êtres intraterrestres creusent sous le territoire des chefs et des mécaniques extraterrestres cherchent à empêcher l'humanité de se conscientiser. Les personnes doivent comprendre qu'elles ont le pouvoir de créer leur propre réalité. La peur permet aux mécaniques noires de manipuler les individus. Une expérience était prévue pour aider les chefs à surmonter la peur, mais elle a été modifiée pour être collective. Finalement, les personnes observent un phénomène étrange se produire devant elles dans la forêt. Deux personnes sont en train de rêver lorsque soudainement, quelque chose disparaît. Ils commencent à discuter de ce qui s'est passé et l'un d'eux mentionne avoir vu quelqu'un rentrer par un trou. La personne à côté du trou ne réagit pas. Les individus ont peur de passer pour des fous s'ils partagent leurs expériences. Cependant, il est important de parler de ce qu'ils ont vu afin de pouvoir confirmer ou infirmer leur perception. Les extraterrestres sont intéressés par l'évolution du groupe de dirigeants et s'intéressent également à l'évolution de conscience de toute personne qui s'éveille. Il y a des questionnements sur le fait que les extraterrestres les suivent jusqu'à chez eux, mais il est expliqué que les personnes travaillant avec Daniel Kim sont protégées. Il a été expérimenté dans différentes régions que les forces du bien sont toujours plus puissantes que les forces du mal. Parfois, les êtres intraterrestres viennent fouiller, mais en utilisant une technique appelée ionisation, ils peuvent être repoussés. Actuellement, des personnages du futur appartenant à un futur possible sont à la recherche de leurs ancêtres génétiques afin de les emmener avec eux dans un autre monde pour échapper à une apocalypse. Si aucune génétique suffisante n'est trouvée, tous les futurs possibles créés par les êtres nouveaux du XXe siècle cesseront d'exister. Ce sont ces visiteurs du futur, appelés transtemporels, qui traversent le temps pour rencontrer leurs ancêtres. Ils apportent des informations et de l'énergie pour aider à l'évolution. Mais pour entrer en contact direct avec les humains, ils ont besoin d'énergie car le voyage dans le temps se fait à partir de véhicules énergétiques. Ils utilisent des vêtements du passé pour attirer l'attention des ancêtres et faciliter la relation entre le présent et le futur. Ces vêtements sont des modèles que les personnages du futur espèrent voir être créés dans le présent. Ils viennent du futur où ils ont acquis des connaissances et sont libérés des contraintes actuelles et des limitations corporelles, mais ils n'ont pas non plus les avantages corporels que nous avons. Ce texte parle d'un groupe de personnes qui viennent du futur pour sauver leurs ancêtres d'une catastrophe imminente. Ils portent des vêtements ressemblant à des soutanes avec des capuchons pour attirer l'attention. Ils utilisent des sondes pour vérifier et faciliter l'évolution humaine. Cependant, les humains ont été conditionnés à privilégier la pensée cartésienne, rationnelle, au détriment de l'intuition et de l'émotion, ce qui limite leur capacité à accepter l'existence de phénomènes surnaturels. L'auteur souligne que la plupart de ce que nous considérons comme réel est en réalité issu de notre pensée, et que tout commence par l'abstrait pour devenir matériel. Il mentionne également le transport séraphique et l'expérience de la mort, invitant les lecteurs à explorer d'autres mondes et à comprendre que la mort n'existe plus pour eux. Lors de cette expérience, Michel et Jeannette ont utilisé une technique de vocalisation pour se mettre en état de transport séraphique, où ils se sentent totalement présents mais sans corps physique. Michel a pu visiter un vaisseau extraterrestre et a réalisé que ces vaisseaux peuvent être beaucoup plus grands que ce qu'il avait imaginé. Il est également mentionné que d'autres personnes ont vécu des expériences similaires et que plus on applique ce que l'on sait, plus on se rapproche de l'expérience de l'abstrait dans le concret. Cependant, certains individus ont encore des doutes et des blocages qui limitent leur efficacité. Il est suggéré que le prochain voyage séraphique pourrait être orienté vers le futur, mais cela dépendra des individus. Finalement, lors des transports séraphiques précédents, les personnes ont été emmenées dans le passé afin de préparer les égos à supporter les voyages temporels. Dans ce texte, l'auteur discute du concept de voyage séraphique, une forme de voyage à travers le temps et l'espace. Il explique que lors de ces voyages, les individus doivent s'adapter au transport plutôt qu'au contraire, et qu'ils sont amenés dans différentes époques en fonction de leur état de relaxation ou de stress.
L'auteur mentionne également l'importance de la mémoire et de la capacité à utopiser pour faciliter les voyages dans le futur. Il évoque également les Amérindiens et leur volonté de réclamer leur part dans ces voyages séraphiques pour effacer leur karma. L'auteur souligne que même les personnes qui ne croient pas ou ne comprennent pas le processus du voyage séraphique peuvent y participer, car tout le territoire devient un véhicule. Il explique que le corps physique est transporté, indépendamment de la croyance ou de la perception de l'individu. L'auteur aborde également l'idée de contrôle et de maîtrise de soi dans le voyage séraphique, affirmant que lorsque l'individu devient suffisamment contrôleur et égoïste, il peut déterminer lui-même le transport séraphique. Cependant, il avertit ceux qui ne sont pas encore capables d'effectuer ce type de voyage de ne pas s'aventurer dans le transport séraphique, car il faudrait attendre le cycle normal des réincarnations pour revenir à la fin du XXe siècle. L'auteur parle ensuite d'une grosse vague noire qui peut infecter une personne, et mentionne l'existence de grades de dragons, qui sont des entités spirituelles. Il explique que ces concepts peuvent être abstraits, astro ou spirituels en fonction de l'importance qu'on leur accorde, mais qu'ils peuvent aussi être très réels si on n'y attache pas trop d'importance. L'auteur fait également référence à la création de personnages dans le monde astral et souligne que ces personnages sont des accumulations de différentes personnalités réincarnées. À l'époque du roi Richard, des alliances astrales de différentes personnalités ont été créées, comme le personnage de Monsieur Spock. En regardant Patrouille du Cosmos, un individu peut s'affilier à des personnages tels que Monsieur Spock et même finir par le réincarner, portant en lui les mémoires astrales qui ont servi à sa création. L'interlocuteur a été une princesse dans plusieurs vies, notamment dans des contes de feu à l'époque d'Arthur. Elle a été enlevée par un dragon, symbole des forces telluriques noires puissantes. Cette mémoire tellurique a également été utilisée à l'époque de Merlin. Il est expliqué que le dragon représente la force tellurique noire, comme le volcan, qui crache du feu. La grande vague noire évoquée était une mémoire tellurique qui servira l'humanité. L'être humain qui se conscientise deviendra le maître contrôleur des stratégies astrales, capable de contrôler le bien et le mal. Certains individus ne peuvent comprendre cela et doivent être initiés par le mal. C'est pourquoi la force noire a été attirée par certaines personnalités réincarnationnelles, permettant à ces individus de connaître la peur et d'apprendre à la contrôler. L'incursion séraphique qui s'est produite a permis aux individus de digérer ces informations. Les femmes ont été explorées au niveau de l'utérus pour vérifier leur capacité à être enceintes, tandis que les hommes stériles ont également été étudiés. Les personnes aptes à engendrer de bons descendants sont recherchées. Tout individu se conscientisant sera éventuellement touché par ces mécanismes. Les personnages à capuchon noir ne sont pas nécessairement des Templiers, bien que l'interlocuteur ait été Templier dans une vie antérieure. Ces personnages sont assignés à chaque individu en raison de mémoires réanimées par les processus futurs. Il est important de discuter de ces événements car ils concernent les égos, qui auront besoin de comprendre. La deuxième partie du texte aborde le concept des ondes de forme utilisées par les personnages de l'avenir pour influencer notre réalité. Les Templiers, représentés par des personnages à capuchon noir, sont associés à des actions négatives dans le passé. Leur présence provoque une réaction chez les individus actuels, notamment ceux qui sont considérés comme des personnages blancs. Cette stratégie vise à éveiller les sens lors de moments de crise. Une question est posée sur les sensations ressenties lors de solitude dans le transport, faisant référence à la troisième partie à venir.